Alors après Concours pour le paradis, votre premier roman et La fabrique des souvenirs, vous revenez en cette rentrée littéraire avec le délicieux Pavillon des oiseaux, dans lequel le lecteur est plongé dans la vie romaine. Nous sommes à la fin de la Renaissance, une époque où règne plus que jamais la violence, le pouvoir et la décadence également. Le personnage central, c'est Clélia Farnèse, la fille d'un grand cardinal, mais aussi l'arrière-petite-fille d'un pape. Alors racontez-nous ce personnage qui est l'héroïne du livre et qui a vraiment existé. Absolument. Cette Clélia, je l'ai découverte à la Villa Médicis, dans le petit pavillon des oiseaux, niché dans la verdure, recouvert de fresques d'un peintre de l'époque qui s'appelle Federico Zucchi. Et je l'ai découverte ici en tant d'abord que maîtresse du cardinal de Médicis. Elle portait mon prénom, je me suis immédiatement intéressée à elle. Et là, j'ai vu, comme vous l'avez dit, qu'elle était fille illégitime d'un autre cardinal d'une immense famille romaine, puisqu'elle a donné des papes à Rome, le pape Paul III, et son père c'était le grand cardinal Alessandro Farnèse. Et Clélia, elle naît de façon illégitime, mais légitimée immédiatement, parce qu'à cette époque-là, les cardinaux avaient des enfants et c'était légitimé par des bulles des papes. Les bulles, c'était les lois. Et tout de suite, Clélia se trouve d'abord propulsée chez sa tante, élevée par sa tante, dans une ambiance qui m'a semblé familiale, chaleureuse, amicale. Elle avait ses cousins, c'était sympathique, mais dès l'âge de 7 ans, elle est fiancée. Puisqu'à cette époque, on se fiançait à 7 ans, mariée à l'âge de 13 ans, première fausse couche à 14. Bon. C'est assez violent, c'est exactement ce que vous disiez dans cette présentation, c'est un mélange de violence et de sublime cette époque, et c'est ce qui me plaît énormément. C'est pour ça que j'avais eu plaisir à écrire Concours pour le paradis, et que j'ai eu plaisir à me replonger dans cette Rome du XVIe siècle avec cette héroïne fascinante. Comment vous avez enquêté sur ce personnage? Ça a été le fruit de longues années, comme d'habitude. Quand je l'ai rencontré, quand je suis allée à la Villa Médicis, c'était il y a 10 ans. Et ensuite, le sujet mûrit, sans que je lise particulièrement sur ce sujet. Puis il y a 2 ans, je me suis plongée dans l'histoire de Clélia. Et là, j'ai découvert que les archives secrètes du Vatican avaient gardé, via le fonds della Rovere, une autre des familles, c'est ses cousins, une autre des familles, grandes familles italiennes de l'époque, ces lettres manuscrites et surtout les avisi. Et les avisi, ce sont des gazettes diplomatiques romaines envoyées dans tous les États d'Italie pour d'abord raconter ce qui se produit politiquement, mais aussi ajouter quelques rumeurs. Et ça, Clélia en a été la proie toute sa vie, parce qu'on l'a complètement oublié aujourd'hui, cette Clélia Farnèse. Et pourtant, c'était une femme reconnue, connue partout dans Rome et dans l'Italie grâce aux avisi. Elle était d'abord vantée pour sa beauté, mais aussi parce que c'était une femme tenace. Et quand Montaigne, notre philosophe Montaigne, il s'est promené en Italie, quand il est allé à Rome, il dit qu'on retient 2 choses de Rome, la basilique Saint-Pierre et Clélia Farnèse. C'est tout de même incroyable, et nous, on ne la connaît pas du tout. Ce n'est pas comme une peintre retrouvée, c'est vrai qu'elle n'a pas laissé d'œuvre. Elle est dans les œuvres. En revanche, ses portraits, on peut les retrouver dans la Galerie des Offices à Florence, on peut la voir dans une basilique à Rome, on peut la voir comme ça, éparse, et dans ce pavillon des oiseaux, qui était son refuge avec son amant, le cardinal de Médicis. Donc ça a été des mois de recherche, de lecture sur... Il y a eu des travaux de l'école de Rome très sérieux sur le Palais Farnèse, sur la Villa Médicis, des biographies, une biographie italienne sur Clélia Farnèse qui m'a évidemment beaucoup aidé, et puis ensuite il fallait traduire les avisi du moyen italien, et là je me suis fait aider évidemment parce que c'était très compliqué, mais c'était trouvable dans ces archives secrètes du Vatican. On m'a ouvert toutes les portes, les archives c'était numérisé, donc ça j'étais de chez moi, mais j'ai fait un grand périple en Italie pour la suivre de palais en palais. Je suis allée voir son château sur les bords de l'Adriatique, là où elle est née, puis ensuite à Parme, là où, sans raconter trop, elle se fera enfermer, parce que quand elle se fait trop remarquer à Rome, son père régulièrement l'enferme en dehors de Rome. Rome, même dans le Palais Farnèse qui était fermé, parce que c'était un peu à la fin du Covid, on me l'a ouvert quand même. C'est formidable d'être romancier, puisque les portes s'ouvrent devant nous et on peut faire nos recherches. Alors justement, l'art s'entremêle tout au long de l'ouvrage. Il parle aussi donc de la Stanza degli Uccelli, le pavillon évidemment des oiseaux, sur les hauteurs du
Pincio à Rome, il existe bien, il a été rénové il y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais il a été retrouvé grâce à une étudiante en 1980 qui avait ce studio comme un studio de travail et qui, je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais elle a planté un clou et elle a vu que derrière le crépi, il y avait ses fresques. Donc ça a été restauré, c'est grâce à ça qu'on le connaît. Cette fresque aussi dont vous parlez dans l'ouvrage qui représente Clélia, oui. Vous l'avez vue? Dites-nous un petit peu. Ah mais oui, je suis tout, je suis une enquêtrice quand j'écris un roman et donc je vais sur tous les lieux. Et Clélia, elle est visible. Alors dans la fresque du pavillon des oiseaux, ce ne sont que des oiseaux. On peut juste l'imaginer avec son cardinal, une porte dérobée menant directement dans Rome, c'est romanesque à souhait, parce que ça leur évitait de passer par l'entrée principale et de se faire repérer par les Avizi. Mais sinon, on la voit aussi représentée dans un tableau en amphitrite sublime, nue, et représentée à 10 reprises sur le même tableau. Je crois que dans l'histoire de l'art, pour moi, ça n'a jamais existé. Le cardinal était tellement fou d'elle et pris de passion et voulait aussi tellement embêter le père de Clélia, le grand cardinal qui voulait être pape, qu'il l'a fait représenter nue. Alors, je ne connais pas ses intentions, puisque je ne suis pas dans la tête de Médicis, mais j'ai essayé de les imaginer à travers ce roman. Et quand vous parliez d'art, et ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette période aussi, c'est la renaissance des statues. C'est le moment où les Romains redécouvrent toutes les statues qui sont sous le sol de Rome et qui remontent à la surface, qui sont exposées dans leur palais, à l'extérieur de leur palais, pour que les Romains puissent les voir. Et en fait, c'est la naissance du musée moderne. Et à l'époque, on disait que les cardinaux se comptaient en fonction du nombre de statues et de bas-reliefs qu'ils avaient pillés, entre guillemets, dans les thermes de Caracalla et dans les autres ruines romaines. Parce qu'à l'époque, il faut imaginer que le Colisée était un repère de prostituées, que le forum romain, les moutons y paissaient, et les thermes de Caracalla n'étaient pas redécouvertes. Et c'est Paul III, l'arrière-grand-père de Clélia, qui a fait organiser toutes ces fouilles, et on raconte que le père de Clélia, en une nuit, aurait rapporté 47 charrettes remplies de marbre, de bas-reliefs, qui ont orné à leur tour le palais Farnèse. Enfin, c'est une espèce de transmission et en même temps de décadence, enfin d'omission. Enfin, on retire quelque chose à un lieu pour le remettre ailleurs, voilà, dans une transmission historique et architecturale et artistique qui est renversante. Alors le récit est passionnant, hein. On débute à la naissance de Clélia jusqu'à la fin de son histoire. On parle de son fils également. Ah oui, qui lui est enlevé aussi. Elle a été arrachée à sa mère, et en fait le statut, c'est là qu'on voit le statut des femmes qui valait vraiment peu pendant cette Renaissance italienne, puisqu'il était normal qu'un homme qui a un enfant illégitime aille, s'il le veut, rechercher son enfant, l'arracher à sa mère. Si elle se plaignait, elle risquait les pires ennuis. Clélia se retrouve l'objet de la même déperdition, c'est-à-dire qu'on lui arrache son fils, son père lui arrache son fils, de la même manière qu'elle a été arrachée à sa mère. On faisait très peu de cas de la maternité, disons, et c'était vraiment le patriarcat qui, pour employer un mot d'aujourd'hui, mais qui régnait en force. Elle n'avait aucun pouvoir pour retenir ce fils. Finalement, elle va essayer de le faire revenir, et son fils ne lui accorde que peu d'importance aussi. C'est une vie difficile, mais ce qui m'a intéressé chez elle, même si elle n'est pas créatrice, on l'a dit, c'est vraiment aussi, c'est une femme de haute finance, donc elle a un aspect qui me paraît très masculin aujourd'hui comme hier. Elle lance le premier emprunt familial créé à Rome. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les papes, quand ils avaient besoin d'argent, ils levaient un emprunt auprès des Romains. Les Romains mettaient de l'argent, ça lui permettait de faire ses travaux, ses guerres, etc. Et Clélia, elle, se trouve dans une situation assez similaire. Elle a les dettes de son mari à rembourser. C'est énorme, c'est pharaonique. Si elle ne le fait pas, sa famille sera ruinée. Et elle lève un emprunt en son nom propre. Les Romains abondent à cet emprunt, ses dettes sont remboursées, et ensuite toutes les grandes familles romaines la suivront, les Farnèse, son père le fera, mais aussi les Colonna, les Della Rovere, toutes les grandes familles romaines vont faire l'exacte équivalence qu'elle a créée. Donc c'est une femme de haute finance, et ça, je trouve que c'est assez rare pour le souligner, parce qu'on connaît les femmes Médicis, c'est vrai qu'elles avaient du pouvoir, mais disons c'était les hommes qui le lui accordaient. Là, elle se fait toute seule. Et c'est, il me semble, original et pugnace. On tombe amoureux du personnage, évidemment. Alors, la suite, le prochain livre. Je rêve de nouveau d'Italie. Pour le moment, je suis un peu plus parisienne dans mes envies
j'ai des envies d'Haussmann et des oubliés d'Haussmann, on verra. En tout cas, je me laisse porter par ce livre. On va continuer à vous retrouver aux quatre coins de la France pour des promotions. Et oui, je signe un peu partout en France jusqu'à la fin du mois de novembre. Je suis absolument ravie. Ça me fait très très plaisir d'être soutenu par les libraires qui sont quand même à l'origine de nos livres. En tout cas, c'est un très beau livre. Merci. Il se lit d'une traite. Il est vraiment passionnant. On le recommande à tous les lecteurs. Merci Clélia.